Bonjour à tous, je suis heureux de vous présenter ce premier documentaire. Alors pour celui-ci, j'ai décidé de traiter le sujet des bains d'eau de mer. Atypique, ciblé, peu attrayant me diriez-vous, et pourtant, la majeure partie d'entre nous s'est déjà délassée dans l'eau, que ce soit pour y nager que pour ses vertus thérapeutiques. Aussi, le tourisme balnéaire est en France l'un des moteurs de notre économie touristique. À cet effet, nous sommes ici au bord de la Manche, en haut des falaises de Mers-les-Bains, ville d'environ 2900 habitants, dont vous pouvez admirer le front de mer juste derrière moi. Cette ville, qui accueille chaque année de nombreux touristes en quête de repos et de bienfaits près de l'eau, va nous servir de support afin de cibler les origines et les évolutions des bains d'eau de mer. Les hommes du Moyen-Âge, essentiellement des paysans, des hommes de la terre, ne peuvent qu'avoir peur de la mer. Personne ne sait nager et ainsi ne met un pied dans l'eau. Les histoires de monstres marins accentuent cette angoisse liée aux mers et aux océans. Pour preuve, lorsque les croisés chrétiens à la fin du XIe siècle partent délivrer Jérusalem, la plupart choisissent de s'y rendre par la voie terrestre. Ce qui arrive des mers et des océans apparaît menaçant. Qu'il s'agisse d'envahisseurs ou d'épidémies, pensons au Moyen-Âge où les Normands, les Vikings, provoquent la frayeur des habitants du nord du royaume de France. Ces derniers attaquent, pillent et provoquent la fuite des populations. Aussi, la peste noire qui commence à faire des ravages au bord de la Méditerranée en 1348. Pour toutes ces raisons, les Européens du Moyen-Âge ne sont pas très à l'aise avec la mer et plus généralement avec le littoral. C'est au XVIe siècle, avec Ambroise Paré, le père de la chirurgie moderne, que l'eau de mer est indiquée pour des bienfaits thérapeutiques et en particulier pour le lavement des plaies à l'eau de mer en cas de morsure d'un chien enragé. On s'y rend ensuite pour toutes sortes de prescriptions médicales, troubles nerveux, dépression, eczéma, aussi dans le but de raffermir les corps et les âmes par des méthodes parfois radicales. Des cures qui se déroulent l'hiver à marée haute, de bon matin, le maintien de la tête du patient sous l'eau jusqu'à la suffocation et l'angoisse de la noyade pour créer un choc qui serait salvateur. Mais attention, il faut conserver des bonnes mœurs. Ainsi, des cabines de plage, tractées par des chevaux, sont créées afin d'amener le baigneur au contact des premières vagues, à l'abri des regards. Ce sont d'abord les Anglais, sous le conseil de quelques médecins, qui mettent en place les premières stations comme Brighton. Très vite, la France est touchée par ce phénomène. Les bains de mer font la fortune de quelques médecins et de quelques stations comme Dieppe, si proche de Paris. Des populations bourgeoises y affluent afin de profiter des vertus thérapeutiques et du peu d'ensoleillement du nord de la France. En effet, à cette époque, le soleil étant considéré comme néfaste pour la santé et pour la beauté. C'est sous le Second Empire, 1852-1870, qu'une nouvelle étape est franchie. La notion de station balnéaire naît, associant cure, villégiature et grands investissements immobiliers. Deauville, créée dans les années 1860 sur la côte normande, en est le parfait exemple. Biarritz, dans le sud, ouvre une nouvelle ère en réconciliant le soleil et les hommes. En revanche, la Côte d'Azur n'attire pas encore. C'est l'arrivée du train qui facilite l'accès et le développement des stations balnéaires comme celle de Mers-les-Bains dans les années 1870 à mettre en parallèle avec la période de la révolution industrielle. Ainsi, Paris-Mers-les-Bains peut se faire en 3 heures, facilitant l'arrivée de la bonne société parisienne sur le littoral de la Manche. La station de Mers, comme l'ensemble des stations balnéaires de l'époque, s'est développée à partir d'un schéma classique d'urbanisation, à savoir une ligne de front de mer constituée de villas et d'une promenade, un hôtel et un casino. Le plan géométrique de la station est en damier. En effet, les voies s'ordonnent à partir du front de mer et se coupent à angle droit. Ces villas ont été édifiées au XIXe siècle sur de vastes terrains disponibles à la construction. C'est l'occasion d'introduire de nouveaux éléments architecturaux par des architectes qui peuvent y débrider leur créativité et manifester le goût de leurs commanditaires pour la diversité et la fantaisie. L'utilisation de clôtures basses est faite pour mettre en scène le front de mer. L'ensemble des habitations est aux mains d'un acquéreur unique ou d'une société créée à cet effet qui loue ou revend des lots de villas à des personnes aisées. C'est en 1890 qu'est construit le casino qui fera les beaux jours de la station balnéaire de Mers. Enfants et adultes y trouvent tous les divertissements souhaités.
Théâtre de Guignol, orchestre, spectacle de music-hall, comédie, bal, malheureusement, il n'existe plus puisqu'il a été détruit durant la Deuxième Guerre mondiale. Les hôtels sont également indispensables pour compléter le schéma des stations balnéaires. En effet, des visiteurs de passage y apprécient le confort et peuvent ainsi profiter des bains de mer. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, deux grands ensembles d'hôtels sont construits à Mers, l'hôtel de la plage et l'hôtel des bains. Enfin, comme de nombreuses stations balnéaires du XIXe siècle, Mers se dote d'un établissement de bains chauds. 22 baignoires d'eau salée et d'eau douce sont proposées à la clientèle. L'établissement propose de nombreux types d'abonnements pour une hydrothérapie complète sous toutes ses formes, massage, friction et autres. Il est d'ailleurs précisé qu'un personnel des deux sexes est attaché à l'établissement. Celui-ci n'existe plus également aujourd'hui. Durant la Belle Époque, au début du XXe siècle, on dénombre près de 750 stations balnéaires en France, preuve de leur succès. L'année 1936 marque un tournant pour les stations balnéaires. En effet, c'est la mise en place des 2 semaines de congés payés par le gouvernement Front Populaire de Léon Blum. C'est Léo Lagrange, le sous-secrétaire d'État à l'organisation des sports et des loisirs, qui est chargé de ce dossier. Il négocie très rapidement avec les compagnies privées de chemin de fer la mise en place d'un billet populaire du congé annuel, offrant ainsi 40% de réduction sur le prix des voyages. C'est environ 600 000 travailleurs qui en profitent pour le seul été 1936. Mers-les-Bains n'est pas en reste et accueille cet été-là de nombreuses familles modestes de vacanciers voulant profiter des plaisirs de l'eau de mer. La haute société, jusqu'alors, la seule à profiter des stations balnéaires, voit d'un mauvais œil l'arrivée des classes populaires, ouvriers, employés, etc. L'expression « salopard en casquette » apparaît pour qualifier ces vacanciers qui ne respecteraient pas les codes établis par la bonne société. Des casquettes au lieu des canotiers, la simplicité des robes des femmes contre les très chic tenues féminines de la bonne société, la plupart de nouveaux vacanciers ne sachant nager se contentent de barboter. Ainsi, on peut parler de lutte des classes sur les plages. Arrêtons-nous un instant sur les populations locales des stations balnéaires. Conscientes de l'apport économique et des emplois induits par ces touristes, elles n'hésitent pas à fuir la pression touristique estivale. De même, les locaux ne se rendent pas vraiment dans les établissements de bains. Cette caricature des populations mersoises fuyant l'envahissement de leurs plages par les Parisiens n'est pas si distante de la réalité. La Seconde Guerre mondiale marque un coup d'arrêt des bains d'eau de mer et notamment par le fait que le littoral du Nord, dont celui de Mers-les-Bains, est militarisé. La station balnéaire est en partie détruite. Les années 50-60 voient la reprise du tourisme balnéaire et notamment par l'attrait de plus en plus visible pour le littoral méditerranéen. Le développement de l'automobile permet aux vacanciers d'élargir leur horizon géographique des vacances, la hausse du niveau de vie général ainsi que l'élargissement des semaines de congés payés. La création du Club Med en 1950, de stations balnéaires comme la Grande Motte en 1966 sont autant d'éléments qui marquent l'apogée du tourisme de masse et de la société de consommation durant la période des 30 Glorieuses. Comme nous l'avons vu, l'eau de mer a mis du temps à être apprivoisée par les hommes. C'est véritablement ces vertus thérapeutiques qui ont permis aux Anglais dans un premier temps, puis aux Français, d'être initiés à cela. Des centres de thalassothérapie ont pris le relais aujourd'hui et forment véritablement une synthèse des bains entre confort, loisirs et santé. Des stations balnéaires refont vivre cette histoire liée aux bains. C'est le cas de Mers-les-Bains qui organise chaque année la fête des baigneurs. Ainsi, des costumes de la Belle Époque sont autant portés par les propriétaires des villas que par des Mersois de souche lors de parades dans la ville. Même si aujourd'hui, les Français disposent d'une offre impressionnante de destinations, de la montagne en passant par les séjours à l'étranger au tourisme vert très à la mode, ils n'en oublient pas leur très cher littoral. Pour preuve l'été, les plages bondées de monde. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier documentaire, j'espère qu'il vous aura passionné et vous donne rendez-vous pour un prochain numéro.